à tous. Depuis les années 2010, l'idée de la décroissance volontaire tente à vouloir s'imposer comme étant la seule vraie décroissance, la seule décroissance recevable, aussi bien dans les médias que dans les discours de ses représentants autoproclamés, représentants par ailleurs fractionnés en plusieurs mouvances rivales, revendiquant alternativement la paternité, voire la propriété du terme décroissance, et s'invectivant en permanence et sans rupture. Cette interprétation de la décroissance, en tant qu'objectif permettant de changer le mode de vie actuel de chaque individu en le remplaçant par un mode de vie meilleur, cette interprétation contient en toile de fond une idée fondamentalement et follement ambitieuse qui pourrait se résumer par la formule lapidaire « changer le monde actuel par un monde meilleur ». D'autres dénominations sont également attachées à cette interprétation de la décroissance volontaire, notamment la décroissance choisie, qui témoigne plus particulièrement, du fait que ses partisans opèrent un choix raisonné sur la base d'un schéma alternatif d'organisation sociétale plus ou moins élaboré et plus ou moins prédéterminé dans le détail. Accolées à cette décroissance choisie, d'autres acceptions courantes cohabitent, telles que la décroissance individualiste, la décroissance prosélytique, la décroissance culturelle, la décroissance exemplaire ou encore l'objection de croissance. Tous ces termes peuvent être employés alternativement dans les discours médiatiques, mais ils s'appuient tous sur un socle commun, celui de la conception d'une décroissance issue de l'imagination. D'où ce sobriquet dont elle est parfois affublée, notamment par les théoriciens de la décroissance inéluctable, ce sobriquet de décroissance imaginaire. Décroissance imaginaire parce que cette décroissance-là, cette décroissance volontaire, elle n'aura pas lieu. Les partisans de cette décroissance volontaire sont essentiellement des gens s'appliquant à suivre un mode de vie individuel fondé sur une réduction de la consommation d'un certain nombre de produits et services, désignés par eux comme étant emblématiques de la société de la croissance, pouvant même aller d'ailleurs jusqu'au bannissement intégral de certains produits, mais sans que pour autant il existe un principe strict et universel ayant été auparavant établi et permettant de déterminer à coup sûr si tel produit relève d'une action militante par rapport à tel autre qui n'en relèverait pas. Cette incertitude laisse naturellement libre cours aux interprétations les plus variées, voire à d'incessantes querelles entre ceux qui voudraient réduire ceci et d'autres qui voudraient réduire cela, sans compter ceux qui souhaiteraient boycotter ceci et pas cela. Les zélateurs les plus rigoureux de cette décroissance volontaire ont bien tenté d'établir une sorte de règle d'application issue de la notion d'empreinte écologique. Notion d'empreinte écologique qui peut s'énoncer ainsi: il faut réduire sa consommation afin de redescendre en dessous de l'empreinte écologique globale, appelée aussi seuil de soutenabilité. Cette prescription pseudo-scientifique présente l'inconvénient majeur de buter sur le chiffrage, précisément, de la répartition individuelle de l'effort demandé au niveau d'un pays donné, et pire encore, au niveau de la planète tout entière, à supposer même que le mode de calcul de la donnée empreinte écologique puisse être établi de façon incontestable, ce qui est loin d'être le cas. Sur le plan des arguments véhiculés par les décroissants volontaires, plusieurs thèmes sont mis en avant. Premier thème, la préservation de la santé. Thème faisant largement consensus au sein des décroissants volontaires, qui s'appliquent à améliorer leur alimentation
en ingérant des aliments non issus de l'agriculture industrielle, par le choix d'un cadre de vie exempt de pollution atmosphérique et de stress professionnel. Deuxième thème, la lutte contre le réchauffement climatique, dont le spectre de la survenue justifierait à lui tout seul de décroître volontairement. Troisième thème, l'abandon du nucléaire. Thème historique, s'il en est, de la décroissance, mais qui, malheureusement, entre en collision avec le terme de réchauffement climatique, puisque il faut rappeler que la production d'énergie nucléaire ne réchauffe pas la planète, est censée ne pas réchauffer la planète, ne pas générer du CO2, et ça génère ainsi des confusions de plus en plus inextricables au sein de cette mouvance des décroissants volontaires. Quatrième thème, l'avènement de la joie de vivre. Ce thème est fondé sur le postulat que la société de la croissance a plongé les gens dans un marasme mental dont seule la décroissance volontaire peut les extraire. Ainsi, l'acte de faire décroître le PIB devient alors un fait culturel jouissif. Un thème connexe à la joie de vivre, c'est celui de l'amélioration supposée des relations sociales par l'augmentation de la fréquentation physique des gens entre eux. Thème symbolisé par le slogan « Moins de biens, plus de liens », d'où l'appellation adjacente, parfois utilisée, de décroissance culturelle. Un cinquième thème, enfin, occupe une place de choix chez les décroissants volontaires. Ce thème, c'est l'exemplarité du comportement, symbolisé par les démarches de retour à la terre, les expériences de monnaie locale, la pratique du vélo, le rejet des outils de communication virtuelle tels la visioconférence ou même le téléphone mobile, la sobriété consumériste, etc. Tous ces types de pratiques sont regroupés sous un terme générique, celui d'alternatives concrètes. Alternatives concrètes, supposées devoir faire tache d'huile au sein de la population et envahir progressivement les comportements du plus grand nombre. Et c'est ainsi que, par une multiplication numérique et spontanée des pratiquants de ces alternatives concrètes, une masse critique devrait être atteinte, débouchant alors sur une généralisation pacifique et sans heurts de ces comportements et entraînant de fait une diminution globale du PIB, c'est-à-dire la décroissance volontaire. Alors, tous ces thèmes, bien sûr, sont extrêmement sympathiques et respectables. Mais le problème, c'est qu'ils ne suffiront pas à installer une décroissance volontaire. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que l'immense majorité des 8 milliards d'individus ordinaires vivant plus ou moins laborieusement autour de la planète, eh bien, cette immense majorité est naturellement en prise à des préoccupations beaucoup plus urgentes que celle de répondre à ces appels au sacrifice et à la frugalité, lancés par quelques groupuscules d'intellectuels prétendant détenir la vérité d'un comportement exemplaire pour sauver la planète. En réalité, le grand public mondial se rend parfaitement compte des nombreuses ambiguïtés contenues dans cette doctrine de l'exemplarité du comportement. Parce que, d'une part, ce qui peut paraître exemplaire pour l'un ne l'est pas forcément pour l'autre. Et que, d'autre part, le débat peut varier en fonction d'un certain nombre de paramètres qui, s'ils étaient changés, retourneraient les questions en sens inverse. Prenons par exemple le paramètre pourquoi. Pourquoi décroître ? Ceux qui pensent que la décroissance devrait s'installer parce que la croissance est néfaste à l'homme préconisent nécessairement des actions différentes de ceux qui pensent qu'il est inéluctable pour des raisons géologiques. Deuxième exemple, le paramètre où décroître ? Eh bien, ceux qui pensent que la décroissance doit s'installer dans tous les secteurs de l'activité humaine préconiseront des actions différentes de ceux qui pensent qu'elles ne devraient s'appliquer que dans certains domaines. Troisième exemple, le paramètre quand. Quand décroître ?
Eh bien, ceux qui pensent que la décroissance doit s'installer maintenant et tout de suite préconiseront nécessairement des actions différentes de ceux qui pensent qu'il faut profiter du bon temps avant que le ciel ne leur tombe sur la tête, etc., etc. Cette divergence manifeste dans l'appréciation commune de ce qui est bon et de ce qui est mauvais pour l'avenir de l'homme renvoie à la notion équivoque d'intérêt général. Intérêt général dont le déroulé de l'histoire depuis la naissance de la société industrielle nous a montré qu'elle a été largement manipulée par les gestionnaires eux-mêmes de la croissance. En un mot, les décroissants volontaires sont tout près de croire qu'ils détiennent la vérité sur la Terre et que ce sont les autres qui, comme avait écrit un jour Jean-Paul Sartre, les font vivre dans un enfer. Et c'est une des raisons majeures pour laquelle il n'y aura jamais de décroissance volontaire. Mais il y a encore autre chose qui détourne les masses de cette propagande volontariste et de ces préconisations de frugalité, qu'elles soient exemplaires ou pas. C'est leur inefficacité. Prenons par exemple l'économie de l'énergie. Quel écho peut donc bien avoir en ce premier quart du XXIe siècle et auprès du citoyen ordinaire cette préconisation « réduisons notre consommation d'énergie ». Naturellement aucun. Car quel que soit l'échantillon auquel elle s'adresse, c'est-à-dire soit aux citoyens interpellés en tant qu'individus particuliers, soit aux citoyens considérés comme l'ensemble des individus constituant une nation, eh bien cette incantation omet de prendre en compte une variable déterminante, le niveau du revenu. C'est pourquoi cet appel à l'abstinence, qui a été jusqu'à présent quasi unanimement ignoré, fera long feu dès l'approche des années 2030. La contrainte géologique sur les approvisionnements en hydrocarbures, indispensable au déplacement professionnel et au chauffage des logements des classes laborieuses, va immanquablement réduire le problème à une question triviale de budget. Et cette abstinence présentée aujourd'hui comme une vertu par les décroissants volontaires se traduira demain en abstinence subie par les ménages à faible revenu. Eh bien non, il n'y aura pas de décroissance volontaire des habitants de la planète Terre, ni aujourd'hui, ni demain. Et à l'échelon des nations, même si la problématique est quelque peu différente, dans la mesure où les pays pauvres en hydrocarbures, c'est-à-dire nous autres, les Européens, ne voyons pas de raison logique de nous rationner ou de nous auto-rationner pour ce qui concerne les matières premières que nous ne possédons pas, mais que nous devons acheter à ceux qui les possèdent. Alors que eux, les autres, ceux qui les possèdent, ne vont pas tarder à découvrir tout l'intérêt qu'il pourrait y avoir à ne pas trop nous en céder afin de préserver le stock et assurer le devenir de leurs petits-enfants. En termes clairs, la question se pose plutôt ainsi. Pourquoi un Français, par exemple, devrait-il économiser le pétrole pour d'autres raisons que des raisons purement budgétaires, comme pour tout autre denrée d'ailleurs? Pourquoi devrait-il économiser le pétrole alors que cette attitude ne ferait que libérer des quantités plus grandes pour les ressortissants des autres pays? Un Saoudien, par contre, lui, aurait tout intérêt à le faire, soit afin d'assurer son avenir énergétique pour des dizaines d'années encore, soit pour augmenter sa rente tout en diminuant ses quantités vendues, soit pour les deux raisons cumulées. Mais c'est un autre débat. Alors, on voit donc qu'en tenant compte des contingences mondiales, la démarche de frugalité dans un seul pays n'est que l'expression ponctuelle d'une cécité régionaliste, tout comme le socialisme dans un seul pays avait constitué en son temps une vision déformée de la cause communiste. Dès lors, il devient évident que, hormis une entente mondiale sur le sujet,
toute démarche partielle de décroissance volontaire ne ferait que libérer plus de croissance pour le reste du monde, illustrant ainsi une application planétaire du bon vieux principe des vases communicants. Mais cette idée d'une décroissance volontairement décidée par chacun des gouvernements des pays de la planète est une aimable chimère, par ailleurs radicalement contradictoire avec le moteur politique numéro un de tous ces gouvernements, moteur qui est le capitalisme. Capitalisme d'ailleurs, soit dit en passant, qui n'est pas combattu par les décroissants volontaires. Cette idée simpliste d'une décroissance économique voulue conjointement et simultanément par tous les homos industrialistes de la planète. Une décroissance qui romprait de plein gré avec la croissance n'est donc rien d'autre qu'une chimère. C'est une chimère sympathique, certes, mais ce n'est qu'une chimère, un rêve, une construction imaginaire de l'esprit, car cette décroissance volontaire et institutionnelle ne surviendra jamais. En dépit des harangues des porte-paroles militants de la décroissance volontaire, qui continuent inlassablement à annoncer la survenue prochaine d'un élan populaire vers la frugalité, un soi-disant désir des masses, à la réduction du PIB et un prétendu souhait de diminution du niveau de leurs revenus, bien c'est tout le contraire dans les réalités qui est déjà observé aujourd'hui et qui sera naturellement confirmé demain. Cette réalité d'aujourd'hui, quelle est-elle? Eh bien, depuis 1968, date à laquelle les critiques contre la société de consommation et contre le croissancisme ont commencé à émerger, il n'y a pas eu le moindre indice de décroissance volontaire. Bien au contraire, plus de 50 ans après, on constate que le PIB n'a cessé de s'accroître, que la société de consommation s'est développée, que le croissancisme s'est consolidé, et que parallèlement, on a assisté à un accroissement des inégalités sociales et à une augmentation considérable de l'écart des revenus entre les plus riches et les plus pauvres. Force est de constater encore que ce bilan déplorable s'est installé triomphalement sur les ruines de la pensée décroissante volontaire tout au long de ce dernier demi-siècle, malgré les appels incessants de ces zélateurs à la sobriété vertueuse. Et c'est bien là une preuve manifeste que tous ceux qui prétendent que les populations sont demandeuses d'une réduction volontaire de leur train de vie, eh bien tous ceux qui prétendent cela vivent et raisonnent dans le déni et ne doivent sans doute la pertinence de leur discours qu'à la recherche d'une notoriété factice auprès d'une militantelle groupusculaire. Ainsi, dès l'aube des années 2030, la cause sera entendue, pour tous les observateurs objectifs, la décroissance sera subie et certainement pas décrétée. Ceci est le pronostic numéro 2, que j'ai intitulé « La fin de l'illusion de la décroissance volontaire ». Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique, pronostic numéro 3, l'émergence du concept de doute énergétique. Je vous remercie et à bientôt.